le temps que vos amis euh, se connectent, je vais faire un petit rappel et on enchaîne avec le contenu de cette séance. Donc, dans les séances précédentes, on a bien introduit c'est quoi un projet, c'est quoi la notion de faisabilité, c'est quoi la faisabilité d'un projet, il s'agit de quoi, qu'est-ce qu'on fait, les grandes lignes. Et par la suite, on a bien présenté l'étude de faisabilité du marché, précisément, euh, autrement dit, c'est l'étude de marché. Donc, on a bien présenté les outils de base, il y en a plus, il y en a d'autres, mais on s'est contenté des principaux outils, à savoir la chaîne de valeur et l'analyse Pestel, qui sont la base de l'élaboration de l'analyse SWOT. L'analyse SWOT permet de déterminer la stratégie adéquate à adopter pour bien sûr atteindre les objectifs prédéfinis. Et on a bien présenté l'étude de faisabilité technique du projet, est-ce que c'est faisable ou non, non seulement côté technologique, mais aussi juridique et organisationnel. On ne peut pas se lancer dans un projet et il y a un obstacle quelque part. Et bien sûr, l'étude de faisabilité économique et financière, et surtout financière qui est à la fin. Une fois on a bien étudié tous les aspects ou tous les volets de la faisabilité d'un projet, que ce soit technologique, juridique, organisationnel, l'étude de marché, l'étude commerciale y compris, la stratégie marketing. Une fois tout est déterminé, on sait très bien qu'est-ce qu'on va faire, comment on va opérer pour exécuter le projet. Donc, à la fin, il y a l'étude de faisabilité. Tout ça sera traduit en argent. Alors, il y a l'étude de faisabilité économique et financière. Donc, on est en train de présenter l'étude de faisabilité financière ou l'étude financière d'un projet. Et à la fin, on va présenter l'étude économique. Donc, on clôture la formation avec cette partie relative à l'étude de faisabilité économique. Donc, dans les autres séances, on a bien présenté les deux tableaux. Donc, on a dit que dans l'étude de faisabilité, il y a 4 principaux tableaux, à savoir le bilan d'ouverture, le plan de financement, le compte de résultat et le tableau de trésorerie. Donc, on a présenté le bilan d'ouverture, donc c'est un bilan classique, vous le connaissez, sauf que c'est un bilan de début de l'activité et non pas un bilan élaboré au cours de l'activité. On veut savoir quelle est la situation initiale, la situation convenable ou adéquate au lancement du projet. C'est-à-dire, côté patrimoine, on a besoin de quoi? Quels sont les actifs qu'on doit acheter et qui doivent être présents pour assurer l'activité, que ce soit les immobilisations ou les actifs circulants courants, stock par exemple, trésorerie, et dans l'autre partie, le financement. Les éléments nécessaires pour lancer le projet doivent être financés de quelque part. Donc, soit les fonds propres, donc dans le bilan, c'est mentionné les capitaux propres, soit les dettes. Et spécifiquement pour le bilan d'ouverture, dans les capitaux propres, il n'y a que le capital social parce qu'il n'y a pas encore eu activité, par la suite, il n'y a pas génération de résultats, et ce résultat n'a pas été affecté en réserve, résultat, plutôt en résultat reporté, donc la partie qui n'a pas été affectée. Donc, les éléments ou les valeurs
relatif à ces comptes-là représente un autofinancement interne, c'est-à-dire c'est la valeur créée par l'activité, c'est un financement interne. L'apport des associés ou des actionnaires ainsi que les dettes, c'est des moyens de financement externes. Donc là, il faut qu'il y ait égalité entre les deux parties et parce que tout élément de l'actif doit être présenté, doit être financé plutôt par un ou plusieurs éléments de l'autre partie du bilan, à savoir la partie des passifs, c'est-à-dire les ressources. Et bien sûr, ce premier tableau va faciliter l'élaboration du plan de financement. Donc, dans le plan de financement, il y a les deux parties comme le bilan, sauf que on va se concentrer sur l'investissement. Et il y a une présentation financière. Dans le bilan d'ouverture, la présentation, elle est purement comptable. On se réfère toujours au plan comptable et à la nomenclature comptable. Mais dans le plan de financement, il y a les lectures financières et il y a des rubriques qui ne représentent pas des comptes du plan comptable. Donc, la partie en bas du bilan, elle va être remplacée par le BFR. Là, c'est la trésorerie. Donc là, on doit financer non seulement le long terme, c'est-à-dire les immobilisations nécessaires pour l'activité, mais aussi les moyens de financement nécessaires pour lancer l'activité. Donc, le BFR, c'est une appellation financière et non pas comptable. OK? Mais pour le reste, c'est pratiquement la même chose. Sauf que dans le plan de financement, on va se focaliser sur le financement. L'investissement, c'est-à-dire les éléments de l'actif, on doit les financer. J'ai bien présenté dans un premier titre l'autre fois, plan d'investissement et de financement, mais l'appellation exacte, c'est le plan de financement, parce que dans le bilan d'ouverture, on a bien présenté les éléments de l'investissement dans l'actif. C'est clair ce qu'on va faire dans l'investissement, sauf que là, on va se concentrer sur le montage financier, comment on va financer ces investissements et ce projet. Et bien sûr, il y a le plan de financement initial et il y a le plan de financement prévisionnel. Généralement, il est élaboré sur 3 ans, c'est-à-dire comment on voit l'évolution de l'investissement dans le futur, ainsi que la capacité de financement interne ou externe. Parce qu'une fois il y a eu activité, il y aura une autre source de financement qui va être créée due à la génération du résultat suite à l'activité, qui est la capacité d'autofinancement, et je l'ai déjà présenté. Alors, plus on maîtrise le projet, plus on a la capacité de faire des prévisions proches de la réalité. Et bien sûr, pour bien maîtriser le projet, il faut nécessairement faire une bonne étude de marché, c'est-à-dire on a bien évalué l'idée en se basant sur pas mal d'analyses, principalement l'analyse SWOT, l'analyse PESTEL et la chaîne de valeur. Donc là, on va maîtriser le projet et bien sûr l'analyse de la concurrence en se basant sur le modèle de 5 forces de Porter. Donc, on essaie de maîtriser le projet et l'environnement là où on va opérer. Donc, une fois les choses sont claires, donc c'est tout à fait normal, on pourra faire des prévisions proches de la réalité. Certainement, il y aura des écarts, comme je l'ai dit avant, tant que le projet, c'est quelque chose qui va être réalisé dans le futur, on va projeter l'exécution de ce projet-là. Donc, on vise le futur. Et le futur, on ne peut pas le connaître avec certitude. Donc, certainement, il y aura des écarts. Sauf que si on est des experts et on maîtrise ce qu'on fait, ou on a eu recours à des experts, certainement, la différence entre le prévu et le réalisé sera faible, tout simplement. Plus les prévisions sont proches de la réalité et quand est-ce qu'on va voir ce qui va se faire dans la réalité une fois on avance dans le projet. Donc là, plus l'écart est faible, plus les prévisions sont de qualité. Donc là, j'ai bien dit que les prévisions
en général, se font sur 3 ans. Mais pourquoi sur 3 ans? Pourquoi sur 5 ans? Et pourquoi sur 7 ans? Parfois, on peut faire les prévisions sur 7 ans. Tout simplement parce que les bailleurs de fonds l'exigent. Donc, comme je l'ai bien dit, par exemple, on a besoin de se financer auprès d'une banque. Donc, la banque veut s'assurer que la situation financière de l'entreprise elle est bonne durant la période de remboursement de la dette. Donc, si la dette ne pourra pas être remboursée sur 3 ans, donc on est obligé de la rembourser sur 5 ans, donc ils vont exiger des prévisions sur 5 ans. Par la suite, la banque, elle s'en fout, est-ce que l'entreprise, elle sera rentable ou non? C'est le dernier des soucis de la banque. L'essentiel, c'est qu'elle s'assure, elle aura les garanties nécessaires pour s'assurer que l'activité, elle sera dans les normes et de façon que l'entreprise pourra rembourser ses dettes. Donc là, qu'est-ce qui reste? Donc, il reste 2 tableaux. Donc, on a bien présenté le bilan d'ouverture, le plan de financement et maintenant, on va présenter le 3e tableau qui est le compte de résultat. Donc, prévisionnel, c'est normal. Et le tableau de trésorerie qui est aussi prévisionnel. Donc, certainement, vous avez étudié, donc je parle de la majorité, ou disons ceux qui sont inscrits dans la faculté de management. Donc, certainement, ils ont bien assisté aux matières de comptabilité et de finance. Pour les autres, j'essaie de simplifier au maximum. Et s'il y a des points qui ne sont pas clairs, donc vous pouvez poser la question et je réexplique à la fin de la séance. Donc, le compte de résultat prévisionnel. Déjà, il y a le mot-clé qui est résultat. Donc, on veut déterminer la rentabilité de l'entreprise dans le futur. Donc, le résultat, donc, ça peut être un déficit ou un bénéfice. Et certainement, on vise de générer des bénéfices et pas des pertes. Donc là, pour déterminer le résultat, comme vous l'avez déjà vu, donc on va faire la différence entre les entrées d'argent et les sorties d'argent. Autrement dit, les entrées, c'est les produits, c'est les revenus, et les sorties, c'est les charges, c'est les dépenses. Donc le compte de résultat prévisionnel, donc là, dans la comptabilité, donc la mission du comptable est de déterminer les 4 états financiers, à savoir le bilan, le compte de résultat, l'état des flux de trésorerie et les notes aux états financiers. Donc, c'est un document comptable. Donc, il s'élabore à la fin de l'activité, c'est-à-dire au 31/12 de chaque année, on va élaborer ces documents de synthèse ou ces états financiers. Donc là, on ne va pas élaborer ces documents, on n'a pas encore, au début, on n'a pas encore commencé l'activité, sauf que on utilise les 2 documents, à savoir le bilan, mais ce n'est pas le bilan d'activité d'activité à la fin de l'exercice suite à l'activité durant l'année civile, non, mais c'est le bilan de départ, tout simplement pour avoir une idée sur la situation de l'entreprise au démarrage. Et le compte de résultat, c'est un moyen de présenter la rentabilité probable dans le futur, tout simplement. Et là, on va se baser sur des prévisions. Donc, on suppose que c'est sur 3 ans. OK? Mais j'ai bien précisé que la prévision se fait sur 3, 5, 7 et même plus, mais généralement, c'est 3, 5, 7. Mais il y a toujours une contrainte. Mais si il n'y a pas des bailleurs de fonds, on va faire l'autofinancement. Donc, 3 ans, c'est suffisant, juste pour avoir une idée sur la faisabilité du projet, tout simplement. Donc, le compte de résultat prévisionnel permet d'anticiper la performance financière de l'entreprise. C'est ça l'objectif. Est-ce qu'elle sera rentable? Non. Donc, élaborer le compte de résultat d'un projet de création d'entreprise ou d'un projet au sein d'une entreprise, ça dépend de la situation. Donc, pour faire ceci,
Pour l'élaborer, donc, on a besoin de déterminer les encaissements et les décaissements. Principalement le chiffre d'affaires prévisionnel, parce que le revenu principal, c'est le chiffre d'affaires. Donc, c'est le résultat ou le revenu relatif à la vente du produit, objet de l'activité ou service. Donc, le revenu principal, c'est le chiffre d'affaires. Donc, qui est prévisionnel, bien sûr. Et les charges estimées sur la période, c'est les dépenses. Donc, généralement, on élabore sur 3 ans. Donc, c'est pour ça que j'ai bien dit généralement. Mais il y a des exceptions, tout dépend de la situation. Donc, on sait très bien que dans le compte de résultat, à la fin, on détermine le résultat et c'est la différence entre les revenus ou les produits, okay, et les dépenses ou les charges, tout simplement. Donc, il se base sur 2 éléments clés, à savoir le chiffre d'affaires, parce que s'il n'y a pas de la clientèle, si on n'a pas bien analysé la position des clients, leur satisfaction, leur initiative, leur bonne plutôt, leurs intentions d'acheter le produit, donc certainement il n'y aura pas de revenus s'il n'y a pas de clients. Donc, si on a fait une étude de marché qui n'est pas bien structurée, donc certainement, on ne va pas générer les revenus probables parce qu'on n'a pas bien étudié la clientèle. Donc là, tout est relié. Donc, il faut commencer par une bonne étude de marché pour que les choses avancent correctement par la suite. Donc là, s'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de chiffre d'affaires, donc il n'y aura pas de continuité de l'activité de l'entreprise. Et les charges attendues, donc il y a des charges qui sont indispensables pour assurer l'activité. Il aide donc le compte de résultat à estimer les bénéfices ou les pertes et à démontrer la viabilité de l'entreprise aux investisseurs. Donc, il faut montrer que l'entreprise, elle sera rentable et peut assurer, donc les revenus peuvent assurer, le résultat peut assurer la viabilité de l'entreprise. Donc, peut-être la première année, elle peut être déficitaire, ce n'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que sur la période de la prévision, la période de l'étude de faisabilité, il faut que le projet, en fin du compte, soit rentable pour, bien sûr, encourager les investisseurs et les bailleurs de fonds de manière générale à financer le projet. Donc, c'est ça l'utilité de l'étude de faisabilité. D'abord, il faut s'assurer que le projet il est rentable, il est faisable, et aussi pour encourager les bailleurs de fonds à le financer. Donc, élaborer le compte de résultat d'un projet de création d'entreprise permet d'évaluer le chiffre d'affaires prévisionnel et les charges estimées. Donc, je m'excuse, j'ai répété la phrase 2 fois. Donc, il est essentiel pour estimer la rentabilité future. Donc, ce document permet d'estimer la rentabilité et de convaincre les investisseurs de soutenir le projet. Une fois, on arrive à convaincre les investisseurs que le projet, il est rentable. Comment on va les convaincre? Donc, il ne suffit pas de présenter des chiffres. Il faut que ces chiffres soient réels, soient réalistes. Donc, réels, bon, tant qu'on fait des prévisions, donc c'est des prévisions, mais plutôt c'est des chiffres réalistes. Donc là, on doit se référer toujours à des statistiques, à des questionnaires, à des devis, sur quelque chose de concret. On ne peut pas faire parachuter des chiffres. Donc, chaque chiffre doit avoir une référence. Je ne peux pas dire, bon, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par ce produit, donc j'estime qu'on pourra avoir, par exemple, 5000 clients. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Il faut faire une étude de marché, et quels sont les concurrents, quels sont les clients probables sur le marché. Si on veut arracher une partie de part de marché des concurrents, que faire? Donc, il faut revenir à la proposition de l'idée dans le business model
Canva. Donc, il faut une valeur proposée au client qui soit différente. Il faut une composante d'innovation. Qu'est-ce qu'on va présenter de plus par rapport aux concurrents pour bien attirer les clients? Et bien sûr, à travers le contact direct avec les clients, généralement, soit des interviews ou des questionnaires, on pourra déterminer le pourcentage des clients probables qui pourront acheter notre produit. Bien sûr, il y aura des statistiques à faire pour déterminer ce chiffre. Et on peut se baser aussi sur des hypothèses, que ce soit une hypothèse pessimiste ou optimiste, ou donc peu importe. OK? Donc l'essentiel, chaque chiffre doit avoir une référence. On ne peut pas parachuter des chiffres. Et même devant un jury ou devant les bailleurs de fonds, ils vont poser des questions sur les chiffres. Donc là, il faut être prêt. Il faut savoir quelle est la référence de chaque chiffre, quelle est l'origine de chaque chiffre. On ne parachute pas des chiffres dans la partie financière. Donc, le compte de résultat est un état financier. Okay, c'est pas, plutôt, c'est un état comptable. Okay, c'est un document comptable qui est analysé financièrement. Okay, que vous devez établir dans le but de présenter votre résultat et les éléments qui ont permis de le calculer. Et vous avez déjà étudié cette partie avant. Mais juste, je définis un peu ce tableau pour les apprenants qui n'ont pas étudié la comptabilité et la finance. Donc là, le compte de résultat, il a un double objectif. Donc, faire connaître à l'administration fiscale le montant du bénéfice réalisé ou les pertes. Bien sûr, l'administration fiscale doit avoir une idée sur le résultat déterminé par toutes les entreprises parce que elle va générer des revenus basés sur ces bénéfices-là, sur ces résultats. Okay, elle pourra estimer quelle est la valeur de ces revenus qui sont les impôts, tout simplement. Et pour prouver la rentabilité de l'entreprise aux financeurs ou aux bailleurs de fonds potentiels, pour les intéresser. Donc, pour remplir correctement le compte de résultat, donc pour l'élaborer, comment on fait? Il convient de noter l'ensemble des charges et produits de l'année comptable. Donc, quelles sont les charges et les produits? Tout simplement. Okay? Quels sont les revenus probables et quelles sont les charges ou les dépenses probables? Donc, dans les dépenses, charges, donc là, les charges ou les dépenses. OK? Donc, c'est la même chose. Donc là, la dotation aux amortissements, donc c'est une exception dans les charges, donc vous connaissez, mais c'est juste un rappel. Donc, toutes les charges et toutes les dépenses sont des charges décaissables, c'est-à-dire l'électricité, les salaires, l'impôt. Donc, c'est des charges qui vont être décaissées. Il y a un bénéficiaire. Sauf que l'amortissement, ce n'est pas une charge décaissable parce que il y a une évaluation, il y a une dégradation de la valeur, sauf que cette dégradation de valeur, elle sera accompagnée par une rétention d'une partie des revenus, mais cette partie de revenus ne sera pas décaissée parce que qui va être le bénéficiaire de l'amortissement? Donc, l'amortissement, c'est une dépréciation de valeur d'un bien qu'on utilise. Donc, c'est nous qui a assuré cette dépréciation de valeur. Donc, il n'y a pas un bénéficiaire de cette dépréciation de valeur. Donc, c'est comme si chaque année, on va mettre à part une partie des revenus sous forme d'amortissement, mais il n'y a pas sorti d'argent. Donc, c'est des charges non décaissables. Donc, à la fin de la vie comptable du bien, donc il est totalement amorti et on a constaté sous forme d'amortissement la valeur totale de ce bien. Donc, cette valeur-là va nous permettre de renouveler le bien. C'est comme si on a fait des épargnes. Donc, c'est un financement, c'est un autofinancement, quoi. Donc, mais c'est une charge. On va la mettre dans les, on va la mettre dans les charges.
sauf qu'elle n'est pas comme les autres charges, c'est une exception. Donc, la dotation aux amortissements pour les investissements achetés. Donc, la dépréciation de valeur se fait à travers les amortissements, donc pour les biens qu'on utilise, et calculée. Donc, vous connaissez comment on calcule l'amortissement. Si il y a ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez me poser la question par la suite. Et reporter dans la colonne des charges, même si ce n'est pas une vraie dépense, c'est-à-dire il n'y a pas une sortie d'argent. Et ne pas oublier aussi que les charges financières, c'est les intérêts et les frais bancaires, autres frais, ok, induites par les éventuels emprunts bancaires. Donc, et bon, si on a des comptes bancaires aussi, il y a les agios, donc les frais de tenue de compte, etc. Donc, ces frais-là, c'est des dépenses, c'est des charges, tout simplement. Il ne faut pas les oublier, bien sûr. Dans les produits, donc l'élément le plus important, c'est le chiffre d'affaires prévisionnel ou réalisé si on est au cours d'activité. Mais au démarrage, c'est un chiffre d'affaires prévisionnel. Donc réalisé au cours d'activité et éventuellement d'autres produits tels que les produits financiers. Parfois, on fait des investissements dans les titres financiers et il y a des revenus sous forme de dividendes, par exemple, si on achète des actions. Donc, c'est d'autres revenus. Ce n'est pas le revenu de l'activité de base, c'est-à-dire le revenu d'exploitation de l'entreprise, mais c'est des revenus. Donc, c'est autre revenu ou des revenus exceptionnels nés d'un événement. Par exemple, on a vendu un bien. Donc, il y a un revenu, mais c'est quelque chose d'exceptionnel donc tout dépend. Donc, est-ce que c'est des revenus ordinaires? On a l'habitude de vendre des biens non utilisés dans l'entreprise ou rarement. Donc, ce sera dans l'exceptionnel. Ça dépend de l'opération. Donc ça, c'est le compte de résultat, c'est un modèle. Donc sur Internet, vous pouvez trouver le modèle de compte de résultat. Donc il y a les produits, c'est le revenu. Principalement, c'est la vente de marchandises si c'est une entreprise commerciale ou des produits finis si c'est une entreprise industrielle ou c'est la vente des services si c'est une entreprise de services. Et donc là, dans les documents comptables, on peut détecter la nature de l'activité, principalement à travers les stocks. Si c'est une entreprise commerciale, on trouve les stocks de marchandises. Si c'est une entreprise industrielle, on trouve les stocks de produits finis et les stocks de matières premières. Et si c'est une entreprise de services, on ne trouve pas de stock. Et s'il y a des stocks, ce sera des stocks de fournitures comme les services de télécommunication ou les entreprises de télécommunication. Donc, ces entreprises peuvent utiliser des fournitures comme les papiers, par exemple, pour donner les factures aux clients, mais il n'y a pas de stock au vrai sens du mot. Donc, concernant l'activité, hein, pour créer le service ou produire le produit final. Donc là, c'est un service dans création de service. Donc, il n'y a pas de stock relatif à cette création-là, mais on peut avoir des stocks de fourniture. Donc là, c'est les revenus. Donc, il peut y avoir des subventions d'exploitation. Donc, l'État peut donner des subventions d'exploitation. En fait, il y a deux types de subventions. Je vais donc juste explication rapide. Donc, il y a deux types de subventions. Il y a les subventions d'investissement et les subventions d'exploitation. Donc, les subventions d'investissement, l'État peut encourager pas mal d'activités pour des raisons économiques, pour dynamiser l'économie dans une région bien déterminée où il y a un secteur qui est en récession. Donc, on veut le dynamiser. Donc, l'État peut offrir des subventions pour motiver les investisseurs et les entrepreneurs. Donc, si la subvention a pour objectif de développer l'activité de l'entreprise et de croître,
Donc, c'est une subvention qui va se mettre dans les capitaux propres parce que cette valeur va servir à acheter des immobilisations, des biens dans l'actif, ok, pour que l'entreprise se développe. Et il y a les subventions d'exploitation. Donc, l'objectif, c'est juste de couvrir la perte. Par exemple, il y a des entreprises dont l'activité est nécessaire pour l'économie. Par exemple, une entreprise laitière dont la production, dont les produits sont vendus aux établissements publics. On a besoin de son activité, mais elle était déficitaire. Donc là, l'État peut la financer, donc, mais elle va lui donner des subventions d'exploitation juste pour couvrir la perte. Donc, c'est un supplément de revenus, tout simplement. OK? Donc, plus de produits pour que les produits puissent couvrir les charges, tout simplement. Donc, l'objectif n'est pas le développement de l'entreprise. Donc là, ce type de subvention d'exploitation ou d'équilibre, on peut l'appeler aussi d'équilibre. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter les revenus tout simplement pour éviter la perte. Donc, autres produits, donc des activités annexes, elle peut avoir des activités annexes qui génèrent de revenus, produits financiers, investissements dans des titres financiers par exemple, ou des produits exceptionnels. Donc, mais le revenu de base, c'est la vente du produit qui est l'objet de l'activité de l'entreprise. Donc, en fin du compte, l'entreprise, elle produit ce produit ou crée ce service-là. Donc, c'est les produits. Donc, il y a dans la nomenclature comptable, il y a des comptes. Dans la classe 7, les produits, je pense, ou la classe 6, c'est les charges. Les revenus. Donc. Et pour les charges, il y a pas mal de charges. D'abord, les charges d'exploitation, l'achat de marchandises, l'électricité, l'eau, l'entretien, etc., les loyers, par exemple, et par la suite, les charges externes, les loyers, l'assurance, autres charges externes, téléphone, Internet, publicité, etc. Donc, il faut que ça soit, on mentionne les comptes. Okay. Donc, vous avez toujours référence à la nomenclature comptable, utilisez le compte qui est mentionné dans la nomenclature comptable. Les frais de personnel, c'est des charges. Les amortissements, c'est des charges. Il y a des charges exceptionnelles, donc des charges qui se réalisent exceptionnellement. Et le total des charges, donc par la suite, le total des produits, le total des charges nous donne le résultat courant avant impôt. Et bien sûr, il y a l'impôt sur les bénéfices et le revenu de l'État. Et une fois on le soustrait, on aura le résultat net. Donc, c'est hors taxe parce que dans l'état de résultat, toutes les valeurs sont en hors taxe. Parce que la TVA n'a pas d'impact sur le résultat. C'est l'impôt, que ce soit direct, l'impôt direct, l'impôt sur les bénéfices ou l'impôt indirect qui est la TVA, c'est le revenu de l'État. Donc, ça n'a aucun impact sur le résultat de l'entreprise. Les entreprises ne sont que des intermédiaires pour que cette TVA soit versée à l'État. Donc, c'est le compte de résultat prévisionnel. On essaie de déterminer les prévisions de ces valeurs-là sur 3 ans. Quels sont les produits probables? Peut-être dans la deuxième année, il y aura une extension de l'activité. Les charges aussi, est-ce qu'elles vont être maintenues ou s'il y a une extension, donc il y aura une augmentation de ces charges-là et ainsi de suite. OK? Donc, en fin du compte, le compte de résultat, c'est un tableau qui nous permet de déterminer quels sont les revenus ou les produits, principalement le chiffre d'affaires et les autres revenus qu'on a déjà présentés. Et les charges, donc il y a les achats consommés de marchandises si l'entreprise elle est industrielle, okay, par exemple les matières premières, okay, ou si c'est une entreprise commerciale, donc elle achète et vend le bien tel qu'il est, donc consommé pour assurer l'activité.
plus les charges externes, c'est bien présenté dans l'autre tableau, charges de personnel, impôts et taxes, charges financières, dotations d'amortissement. Donc, c'est les différentes charges que l'entreprise supporte, c'est le total des charges. Et en fin du compte, à la fin de ce tableau-là, il y aura la différence entre les deux parties et il aura, et bien sûr, on soustrait par la suite l'impôt sur le revenu, qui est l'impôt direct, et on aura en fin du compte le résultat net. Juste une remarque, donc le résultat net, il est élaboré par la suite lors de l'activité. Il est élaboré par deux documents comptables, à savoir le bilan et l'état de résultat. Donc, si dans un exercice où réellement vous êtes en train d'élaborer ces deux documents, au cours d'activité bien sûr, à la fin du 31-12, donc, et vous ne trouvez pas le même résultat, c'est que vous avez fait une faute, vous avez oublié quelque chose. Même si on utilise des comptes différents, mais le résultat net, il est déterminé par deux documents, le bilan et l'état de résultat, et on trouve la même valeur, même si on utilise des comptes différents. Ça y est, on a présenté le troisième tableau qui est le compte des résultats et l'objectif c'est de déterminer la rentabilité de l'entreprise. Le seuil de rentabilité, vous l'avez déjà étudié, donc le seuil de rentabilité généralement ou le point mort, il y a toujours confusion entre les deux, c'est la même chose, sauf que l'unité est différente tout simplement de... je vais expliquer c'est quoi l'unité. Donc là, l'unité de mesure, quoi. Voilà, l'unité de mesure est différente. Donc, le seuil de rentabilité ou le point mort. Donc, le point mort, donc, dans une voiture, le point mort, donc lorsque la voiture, elle est au niveau du point mort, c'est qu'on n'avance pas et on ne fait pas marche arrière. Donc, c'est le point zéro. Donc, c'est la même chose en finance. Donc, le seuil de rentabilité, c'est le point où l'entreprise ne réalise ni gain ni perte. Donc, autrement dit, c'est le point où l'entreprise arrive à couvrir ses charges par ses produits. Le revenu arrive à couvrir exactement les charges. Et à partir de là, une fois l'entreprise a couvert ses charges, les revenus qu'elle va générer par la suite seront des bénéfices, tout simplement. Mais pour pouvoir calculer le seuil de rentabilité, il faut faire la distinction entre les charges fixes et les charges variables, tout simplement. OK, donc il s'agit donc du niveau d'activité qui permet, grâce à la marge réalisée, la différence entre le niveau des ventes et les charges variables, c'est la marge sur coût variable. OK, donc cette marge-là, elle permet de payer toutes les autres charges de l'exercice qui sont les coûts fixes ou les charges fixes. Donc, les charges variables sont généralement les charges opérationnelles parce qu'elles sont liées à l'activité. Plus l'activité s'accentue, plus les charges variables augmentent. Tandis que les charges fixes sont qualifiées aussi de charges structurelles, c'est-à-dire c'est des charges qui sont évidentes. C'est quelque chose de base qui ne change pas avec l'activité. Peu importe l'activité, c'est la base pour réaliser l'activité par la suite. Donc, juste un moment. Donc là, pour calculer la rentabilité, d'abord, il faut faire la distinction, comme je l'ai dit, entre les charges fixes et les charges variables. Donc, c'est un rappel pour ceux qui le connaissent et ceux qui ne connaissent pas la différence, c'est l'occasion pour le savoir. Donc, les charges fixes, exemple de dépenses que l'on doit obligatoirement assumer, que l'on vende ou l'on ne vende pas. C'est-à-dire, il y a activité ou non. On a vendu nos produits ou non. On va quand même payer quoi? On va payer le loyer, les salaires, les charges sociales, les primes d'assurance, etc. Donc, c'est des charges fixes. Donc, que ce soit l'activité, elle est bonne ou non, peu importe. Peu importe, on produit une unité ou 1000 unités,
rien n'empêche que l'entreprise, donc ça n'empêche pas l'entreprise de payer ses dépenses. Donc, c'est des charges, comme on a dit, structurelles, peu importe l'activité, peu importe la situation, c'est des charges qui vont être payées. Et les charges variables, c'est les dépenses découlant automatiquement du niveau des ventes. Donc, plus l'activité elle est importante, plus on a des charges. Ce sont essentiellement les approvisionnements correspondant au chiffre d'affaires réalisé, tels que les matières premières. Donc, plus je vais produire de produits finis, plus j'ai besoin de matières premières. Bien sûr, les produits finis, une fois vendus, c'est le chiffre d'affaires. Okay, plus le chiffre d'affaires augmente, plus l'activité doit augmenter, plus on aura besoin de charges variables. Donc, les frais de transport, les achats, sur les charges et les ventes, le commissionnement versé sur les ventes. Donc, c'est des charges qui varient selon l'activité. Les matières premières aussi. Okay? Donc, il faut faire la distinction entre les charges fixes et les charges variables pour pouvoir calculer le seuil de rentabilité. Donc, première chose, c'est calculer la marge sur coût variable. Comment on la calcule? C'est le chiffre d'affaires prévisionnel moins la charge variable. Donc, on l'appelle marge sur coût variable, tout simplement. Par la suite, on va la traduire en pourcentage. Donc, le taux de marge sur coût variable, donc cette marge-là, on va la diviser par le chiffre d'affaires, tout simplement. Fois 100, c'est un pourcentage. Et pour obtenir le seuil de rentabilité, donc, on va diviser les charges fixes par ce taux de marge sur coût variable. Donc, voici la formule. Voilà. Donc, c'est facile. Donc, juste, il faut faire la distinction entre les charges fixes et les charges variables, tout simplement. Sinon, vous aurez du mal à calculer le seuil de rentabilité. Donc, le chiffre d'affaires prévisionnel hors taxe, les charges variables sont bien claires. La différence nous permet de calculer la marge sur coût variable. Cette marge sur coût variable, une fois divisée sur le chiffre d'affaires hors taxe, bien sûr, on aura le taux de marge sur coût variable. Et le chiffre d'affaires, les charges fixes, on va les diviser sur le taux de marge sur coût variable, on aura le seuil de rentabilité. C'est aussi simple. Donc, mais là, c'est on détermine le seuil de rentabilité qui est calculé en valeur. Okay, le point mort en valeur. On peut le déterminer en quantité. Donc, dès que les ventes dépassent le montant du seuil de rentabilité de l'entreprise, donc là, l'entreprise va commencer à réaliser des bénéfices parce qu'elle a déjà couvert toutes les charges. Donc, le point mort, c'est le point où il n'y a ni perte ni gain. Donc, c'est un bon indicateur pour vérifier la faisabilité du projet car on peut le traduire concrètement en nombre d'articles à vendre en moyenne par jour ou par semaine. Donc, pourquoi le seuil de rentabilité est important? D'abord, c'est un indicateur de rentabilité, c'est un indicateur de risque aussi. Je ne l'ai pas mentionné. Je vais vous montrer et je vais expliquer comment c'est un indicateur de risque. D'abord, c'est un indicateur de performance ou de rentabilité plutôt. Donc, par exemple, on a calculé le point mort et on a dit que l'entreprise doit vendre, par exemple, des quantités dont la valeur est de, je ne sais pas, de 100 000 dinars, 200 000 unités monétaires, 100 000. Okay, ces 100 000 vont couvrir les charges fixes, donc c'est la marge sur coût variable, ou disons le chiffre d'affaires va couvrir les charges. C'est à partir de là que l'entreprise va commencer à générer des gains. Une fois on a fait l'étude de marché, en se basant sur les statistiques, les questionnaires et tout ça, on a constaté que seulement 100 clients pourront acheter notre produit. Donc, la vente à ces 100 clients ne nous permet de générer que
500, par exemple, 50 000 unités monétaires. Donc là, les revenus ne nous permettent pas de couvrir toutes les charges. On a besoin de générer 100 000 dinars et à partir de là, on va commencer à générer des gains. Donc là, dès le début, on sait très bien qu'on est dans la zone de perte. On n'est pas dans la zone de gain. OK? Donc là, le projet, il est risqué. Il est déficitaire dès le début. Donc, on a deux solutions. Soit on abandonne le projet, soit on essaie d'augmenter le nombre de clientèles. Et de cette façon, on pourra vendre une quantité nous permettant de générer des revenus dépassant les 100 000 dinars. C'est à ce moment-là qu'on va dire que le projet il est rentable. D'un côté et d'un autre côté, plus le chiffre d'affaires il est important, plus l'activité il est risquée. Parce qu'on doit travailler plus, vendre plus pour atteindre ce seuil de rentabilité et commencer à générer des revenus. Et d'ici là, on ne peut pas savoir quels sont les événements qui peuvent avoir lieu et impacter positivement. Et le plus important, c'est négativement l'activité. Donc, l'activité, elle est risquée. C'est pour ça, essayer donc pour les entreprises, pour les entrepreneurs, essayer de réduire au maximum les dépenses. Et par la suite, vous pouvez faire des extensions. Donc là, il ne faut pas confondre le seuil de rentabilité et le point mort. Donc les deux, c'est le même concept. On détermine le point où l'entreprise ne génère ni gain ni perte. Sauf que le premier, il est généré en valeur et le deuxième, il est généré en temps, tout simplement. Et le seuil de rentabilité, on peut l'exprimer aussi en quantité. Et c'est le plus intéressant. OK? Donc, pour le déterminer en quantité, tout simplement, il y a le seuil. On peut déterminer cette formule-là, le seuil de rentabilité en quantité, c'est les charges fixes sur la marge sur coût variable. On va commencer par l'identité, donc le point mort. C'est lorsque donc juste un moment, c'est lorsque les revenus okay, ou les recettes totales vont être égales au coût variable total plus coût fixe. Donc là, par exemple, je ne sais pas la notation de la formule que j'ai utilisée, mais on suppose que là, c'est la quantité, le chiffre d'affaires, c'est la quantité produite fois le prix de vente. Et là, c'est la quantité vendue fois le coût variable unitaire plus coût fixe. Donc là, Q fois P moins V est égal à coût fixe. Donc là, Q, le point optimal qui est le seuil de rentabilité, c'est les coûts fixes sur, c'est la marge sur coût variable unitaire. Parce que si on va multiplier par Q, la quantité, donc celle-là va être le chiffre d'affaires et celle-là va être le coût variable total. Donc c'est la marge sur coût variable. Donc là, plus les coûts fixes sont importants, plus le point mort est important. OK? Donc, si on fait un petit graphique, là, donc, les coûts fixes, donc ça, ici, c'est les quantités, et là, c'est les valeurs. Donc, c'est les coûts fixes. Et on a ici le chiffre, les coûts variables. Coûts variables. Et on a le coût total. Donc, c'est positif, c'est les valeurs positives. Donc, coût variable plus coût fixe, donc c'est le coût total, ou la recette, le coût total, c'est les chiffres d'affaires. Et le chiffre d'affaires ou la recette totale. OK? Donc, c'est la tangente. Donc, c'est ça le point mort lorsque les recettes
total ou les revenus ou les chiffres d'affaires est égal au coût total. Donc, c'est le point mort. Donc, il est en quantité là et en valeur là. Voilà, c'est le point mort. Donc, c'est la zone de perte. Toute quantité vendue inférieure au point mort ou en termes de quantité ou en termes de valeur. Donc, on est dans la zone de perte. Toute quantité qu'on pourra vendre dépassant le point mort, donc, c'est qu'on est dans la zone de gain, simplement. C'est clair? Et plus le point mort est important, plus l'activité est risquée. Donc, c'est pour ça un conseil. Essayez toujours de réduire les coûts fixes pour réduire le point mort, pour arriver rapidement au point mort et commencer à générer des gains, tout simplement. Ok, donc on reprend notre cours juste pour vous expliquer. Et là, le point mort en nombre de jours, donc c'est le seuil de rentabilité en valeur. On le divise par le chiffre d'affaires annuel, fois 365 jours si on veut un point mort en jour et fois 12 si on veut un point mort en mois. Mais généralement, moi, personnellement, j'utilise plus le point mort en quantité parce que je vais le comparer au nombre de ventes et à la quantité vendue, tout simplement. Mais tout dépend de l'analyse et on peut tous les utiliser. Donc, si on veut calculer l'impact temporel, donc on pourra utiliser le point mort. Donc, c'est un indicateur. Il y a l'indicateur de rentabilité d'un projet. Donc, généralement, on utilise la vanne. Donc, la valeur actuelle nette et il y a le tri. Donc, le plus utilisé, c'est la vanne. La vanne, c'est la valeur actuelle nette et le tri, c'est le taux de rendement interne. Donc, la vanne, on veut justifier la rentabilité de notre projet. Donc là, on va se baser sur les cash flows. OK? On va se baser sur les cash flows. Donc là, l'appellation, c'est quoi? C'est A, R, c'est les cash flows. Donc, la vanne, c'est moins, c'est zéro. OK? C'est l'investissement initial. Le montant d'investissement initial, R, c'est les recettes nettes ou les cash flows, ou flux net ou les cash flows des différentes périodes. Et c'est le taux d'actualisation. Donc, pour calculer la vanne, on doit calculer d'abord les cash flows. Donc, les cash flows ou donc, les cash flows d'une période T parce que les revenus sont journaliers. Sauf que pour simplifier, on va supposer que les revenus sont annuels. Donc, c'est une simplification pour pouvoir faire le calcul. Donc, généralement, c'est les recettes de l'année T, moins toutes les dépenses décaissables, moins les amortissements qui ne sont pas décaissables, fois 1 moins T, le taux d'impôt sur des bénéfices, impôt sur les bénéfices des sociétés, et on ajoute l'amortissement. On essaie d'annuler l'amortissement, on ne va pas l'annuler en totalité, mais juste une partie. Je ne vais pas entrer dans les détails pour vous expliquer l'impact de l'ajout, mais c'est ça la formule. Okay. Donc, c'est le résultat net. Parce que dans l'état de résultat, les recettes moins toutes les dépenses ou les charges et on déduit l'impôt, on a le résultat net. On ajoute l'amortissement. Pourquoi on ajoute l'amortissement? On essaie de l'annuler, mais il y a une composante qui ne peut pas être annulée. Donc, retenez cette formule. Donc, on ajoute l'amortissement pour ne tenir compte que des flux réels, c'est-à-dire les dépenses encaissées et
les revenus encaissés et les dépenses décaissées, tout simplement. Donc, juste, voilà. Donc, une fois on a calculé les cash flows, donc dans la formule, c'est A, je pense, hein. Donc, ce n'est pas grave. Donc, c'est R, voilà. C'est R, c'est les revenus. Donc, une fois on a calculé les cash flows sur la base duquel on va calculer la rentabilité, on va diviser par 1 plus T. C'est quoi le taux d'actualisation? Le taux d'actualisation, c'est le taux qui nous permet de faire le passage d'une période à une autre. C'est généralement, on l'assimile à l'inflation, mais ce n'est pas à l'inflation en sens du mot. Juste, on va l'assimiler, OK, à la variation de la valeur monétaire d'une période à une autre. Donc, là, on a I0 et on a ici R1 au cash flow A, R2 sur la durée du projet. Donc, pour que le projet soit rentable, il faut que ces revenus-là dépassent l'investissement initial. Mais cet investissement initial, il est fait à ce moment-là, on le connaît. I0, c'est le coût d'investissement. C'est le coût d'investissement, c'est l'investissement initial. Il est composé de quoi? Il est composé de des immobilisations nécessaires pour faire le projet et le besoin en fonds de roulement, le besoin en moyens de financement à court terme. Je l'ai expliqué l'autre fois. Donc, pour financer cet investissement initial, donc, on a besoin de moyens de financement. Donc, le coût de capital, le coût des moyens de financement qu'on appelle T, sera assimilé au taux d'actualisation. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce taux va me permettre de faire le passage d'une période à une autre parce que je ne peux pas faire la sommation de valeurs réalisées à des moments différents. La valeur monétaire change. Donc, il faut les actualiser. Le fait de déterminer une valeur future à t égale à 0, on l'appelle actualisation. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je prends un exemple. Par exemple, je veux déterminer le revenu, j'ai investi, la période 2, un montant, c'est 1. Le taux, c'est 1, c'est 0. Cet investissement va me rapporter un taux T. Donc, je vais investir tout ce montant-là, C2, je vais l'investir. Donc, ça va être C1, c'est C0, fois 1 plus T, fois 1 plus T, ça sera 0, 1 plus T au carré, et ainsi de suite. Cn, ça sera C0 fois 1 plus T exposant N. Donc là, c'est la capitalisation. Je veux déterminer la valeur future de mon investissement. Mais si, par exemple, je veux générer un revenu X et je veux savoir si je vais me baser sur un taux de rendement T, quel sera le montant à investir actuellement. Donc, C0 sera Cn, le montant que je veux avoir dans le futur sur T exposant N. OK? C'est l'actualisation. OK? Donc là, qu'est-ce qui se passe pour actualiser tous les revenus futurs? Donc là sera R1 sur 1 plus T
je vais revenir juste une année. L'autre R2 sur 1 plus T au carré et Rn sur 1 plus T exposant N. À ce moment-là, ces valeurs-là sont évaluées à T égale à 0. Donc, je peux dans ce cas faire la sommation de valeurs réalisées au même instant. Donc, si je vais revenir à la formule, donc la vanne, c'est quoi? C'est l'investissement I0, donc moins parce que c'est une dépense, c'est une sortie d'argent. OK? Et les revenus futurs ou les flux ou les cash flows futurs actualisés. Donc, il faut que ces revenus dépassent l'investissement initial pour dire que le projet il est rentable. Là, il faut savoir calculer les cash flows, première chose. Il faut savoir calculer les cash flows. Et vous avez toutes les informations. Vous avez le revenu, vous avez toutes les dépenses, vous avez l'amortissement. Donc, et vous connaissez quel est le taux d'impôt appliqué par l'État. Donc, vous pouvez commencer les cash flows en se basant sur les prévisions dans le compte de résultat de 3 ans. OK? Et par la suite, généralement, on estime T par le taux d'emprunt. OK? Mais ce n'est pas le cas parce que pour déterminer le coût des moyens de financement, OK, T, c'est le coût. Donc, généralement, il y a deux types de moyens de financement. Il y a les fonds propres et les dettes. Donc, il faut faire la combinaison des deux, sauf que pour simplifier, on suppose que c'est égal au taux d'endettement, mais c'est une simplification. Si on veut une analyse plus poussée, donc, on utilise le coût des moyens de financement exact. Et par la suite, on va calculer la vanne. Donc, pour dire que le projet est rentable, il faut que la valeur actuelle nette soit positive. Pour dire que le projet il est générateur de revenus. Si la vanne elle est négative, c'est que c'est un projet déficitaire. Je ne peux pas présenter un projet déficitaire à mes bailleurs de fonds, tout simplement. Donc, c'est l'indicateur le plus utilisé pour prouver que le projet est rentable. Le tri, c'est la même chose, sauf que le tri, c'est la rentabilité interne. Donc là, il se base sur la vanne. Donc, il n'est pas trop utilisé. Bon, il est utilisé, mais généralement, c'est la vanne qui est l'indicateur qui est le... Bon, c'est plus facile à utiliser et à appliquer et le plus utilisé. Donc, c'est la même chose que la vanne, sauf que là, le tri, c'est le taux qui annule la vanne. On essaie de déterminer quel est le taux T, c'est un inconnu à chercher, qui permet d'assurer l'égalité entre les revenus et I0, l'investissement initial. C'est-à-dire, là, on veut déterminer l'égalité entre les coûts et les revenus. Donc, c'est le taux de rendement interne du projet. C'est comme si on va faire un rapport entre là est égal à 0. C'est comme si on va faire le rapport coût sur les revenus. C'est le pourcentage de gain interne du projet. Donc là, on va utiliser le tâtonnement et l'interpolation linéaire. Mais bon, il y a des outils qui peuvent le générer automatiquement. Donc là, pour dire que le projet, donc T, c'est le tri. Okay, donc T, à chercher. Donc, on essaie de le chercher. Donc, T, c'est le taux de rendement interne du projet. C'est le taux qui annule la vanne, qui permet d'assurer l'égalité entre les coûts et les revenus. Par la suite, pour dire que le projet est rentable en se basant sur le tri, il faut que le tri soit supérieur au coût du capital qu'on a utilisé comme taux d'actualisation lors du calcul de la vanne. Donc, c'est le coût des moyens de financement. Donc, si le tri est inférieur au coût du capital qui est utilisé comme taux d'actualisation, on va dire que le projet il est rentable. Il n'est pas rentable, on le rejette. OK? Donc, j'ai dit qu'on va l'assimiler au taux d'intérêt qui est le taux d'endettement, mais ce n'est pas correct.
Le coût de capital, c'est la moyenne des coûts, la moyenne pondérée des coûts des différents moyens de financement. Mais pour simplifier, tout simplement. Mais ce n'est pas vraiment la valeur exacte. Donc, c'est la règle de décision pour dire qu'on accepte ou non le projet selon l'indicateur du tri. Et selon l'indicateur VAN, il faut que la VAN soit positive, tout simplement. Donc, j'ai bien préparé la présentation du quatrième tableau, mais tellement il y a trop d'informations, je vais m'arrêter là. Je vais laisser cette partie pour la prochaine fois pour vous céder la parole et vous donner le temps nécessaire pour poser des questions parce que j'ai présenté beaucoup de détails. Donc, pour récapituler, qu'est-ce que j'ai présenté tout au long de cette séance? J'ai présenté pour faire un petit récap, dans l'étude financière, on a présenté l'autre séance, le bilan d'ouverture pour bien présenter le patrimoine de l'entreprise sur la base duquel on va faire le lancement de l'activité et le plan de financement, que ce soit initial ou prévisionnel. Donc, premièrement, deuxièmement. Troisièmement, j'ai bien présenté le troisième tableau qui est le compte de résultats, bien sûr prévisionnel dans ce cas, parce que ce n'est pas un état d'activité. Il reste le quatrième qui est le tableau de trésorerie, Inch'Allah, la prochaine fois. Et on a présenté quoi? Les indicateurs qui permettent d'analyser la situation de rentabilité, à savoir le seuil de rentabilité. C'est très important, il faut le calculer pour montrer qu'on est dans la zone de gain ou dans la zone de perte. Et aussi pour déterminer est-ce que l'activité est risquée. Plus le poids mort, le seuil de rentabilité est important, plus l'activité est risquée. Et on essaie dans ce cas de compresser les coûts fixes. Et on a bien présenté les indicateurs de rentabilité, à savoir la vanne qui est la plus utilisée et le tri. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, il nous reste juste la prochaine séance, Inch'Allah. Je vais présenter le tableau de trésorerie et j'espère que j'aurai des travaux à présenter. Donc, il y a Béchir, il y a deux autres qui ont présenté quelques livrables. J'espère que j'aurai un plan d'affaires bien élaboré la prochaine fois parce que je vous ai envoyé deux modèles. Donc, c'est des modèles de plan d'affaires élaborés par deux banques. Le deuxième, il est plus simplifié que le premier, mais je préfère le premier modèle. Tout expliqué, donc juste, il faut remplir le plan d'affaires. Bien sûr, en se basant sur les livrables que vous avez élaborés en tant que travail à faire à la maison. Donc, bien sûr, l'étude de marché et bon, bien sûr, l'étude marketing, juste quelques parties, mais ce qu'on n'a pas traité, vous pouvez le faire, tout expliquer. Pratiquement, on a élaboré toutes les parties. Juste, j'ai pas trop détaillé la partie de l'étude marketing. J'ai fait un balayage de passage aussi, donc je ne l'ai pas présenté, juste de passage. Sinon, vous êtes capable d'élaborer le plan d'affaires de vos projets. C'est une première version. C'est une opportunité pour appliquer les outils que vous avez vus, que ce soit dans la formation
ou dans les cours que vous avez déjà vus durant votre parcours éducatif dans Mid-Ocean. Je m'arrête là, donc, et je cède la parole à Madame Coach. Merci beaucoup, docteur Nadia. Merci pour toutes ces informations. Juste, il y a des questions. Si quelqu'un veut poser une question, il doit juste lever la main ou bien encore on peut écrire dans les conversations. S'il n'y a pas de questions, alors toujours, je vous invite à nous rejoindre dans les groupes WhatsApp des activités des étudiants pour voir toutes les actualités. Encore, vous pouvez visiter notre site web officiel. Merci encore une fois, Dr Nadia, et au revoir à la prochaine fois, Inch'Allah. Ah, voilà, on a une question. Ambad Nadiruddin. Oui, Ambad. Vous avez accès. Ambad. Ryan, il pose la question, est-ce que c'est la dernière séance pour la formation, Dr Nadia? Non, il y a une autre séance. La dernière séance sera celle de la semaine prochaine. Donc, juste, je vais terminer le dernier tableau qui est celui qui est le tableau de trésorerie. Et j'espère qu'il y aura des travaux sur la base duquel on va faire des analyses et des discussions. Donc, l'essentiel, il faut appliquer. Donc, la séance prochaine, la dernière séance et cette séance, je n'ai pas de livrable à présenter, pas comme les autres séances. J'espère bien que vous travaillez sur les livrables pour la prochaine fois parce que comment dirais-je, pour bien appliquer ce que vous avez vu et bien sûr faire des discussions et des débats qui ne peuvent être qu'enrichissants. Merci beaucoup, continue. Oui, vas-y. Non, c'est tout. Donc, je vois qu'Ambad a dit je reviens, mon micro n'est pas. Ok, on vous écoute, Ambad. Ah, il va se décoder. D'accord, je veux donner l'autorisation à Ambad encore une fois. Voilà, c'est fait. Ambad, essayez d'activer votre micro. Oui, bonjour madame, j'espère que vous allez bien. En fait, on a eu à faire le bilan financier et le plan d'affaires. Moi, avec mes collègues, on a eu à travailler sur ça, même si ça a été un peu difficile vu que moi, de ma part, j'ai pas assez de connaissances sur le financement. Si c'est possible, Euh, j'aimerais vous faire la présentation si c'est possible. Bien sûr, c'est possible. C'est ce qu'on cherche. On veut la présentation de vos travaux. Donc, je ne sais pas si vous avez la main de faire le partage. Sinon, vous pouvez l'envoyer à Madame Hodge. Je ne sais pas. Oui, c'est Vous pas un voulez problème. Je vais l'envoyer. C'est en mode HTML. Je vais l'envoyer. Il va naviguer avec le navigateur. vous allez l'envoyer maintenant? Oui, oui, je vous l'envoie tout de suite. D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas le bilan financier, hein, Bad, c'est ce qu'on a présenté, c'est le bilan d'ouverture. Donc, on va voir dans tous les cas.
Vous pouvez même utiliser le partage en bas. Donc, vous pouvez maintenant partager votre contenu, votre écran si vous voulez. Oui, très bien. On voit le partage maintenant. Mais on voit en fait le WhatsApp, pas les présentations. Maintenant, vous voyez mon écran. Oui, je le vois. D'accord. Voici, voici un autre travail qu'on a eu à faire avec mes collègues. On est à trois. Et d'entre nous, il est un peu sur les produits avicoles. Donc, il s'y connaît déjà. Donc, nous, les deux, on est un peu comme on regarde ce qu'il fait et on ajoute juste nos parties. Lui, il sait déjà sur les produits, ce qu'on fait, tout ce qui, cela veut dire il est déjà informé sur tout ce qui est avicole. Donc, c'est lui qui a eu à travailler, à nous donner les informations. Comme vous voyez, le bilan initial, c'est le bilan d'ouverture, c'est qu'on a eu à utiliser pour faire notre entreprise. Nous allons commencer par nos infrastructures, qu'on a un bâtiment, que nous allons élever nos poules, et puis nous avons déjà des équipements et des chaptels déjà qui sont déjà, c'est nos ressources que nous avons déjà. Donc, nous n'allons pas payer des ressources comme des espaces pour que nous travaillons. Nous avons déjà certaines ressources. Donc, juste une question en bas, s'il vous Oui, plaît. oui, je vous écoute. Euh, Voilà, donc vous avez commencé par le bilan initial ou disons le bilan d'ouverture. Donc là, vous Oui, avez présenté des éléments qui peuvent être présentés dans le bilan, mais là, ce n'est pas le bilan. Donc vous avez présenté l'infrastructure ou les immobilisations, ok? Parce que c'est des oui, oui, immobilisations là. L'infrastructure, l'équipement, les chaptels, c'est des immobilisations, hein. oui, Ah, oui. les poulets Ah, reproducteurs, non, c'est j'ai des. plus faim. Attends, Ouais. Donc, tout ce qui est nécessaire là. OK? oui, Voilà. Donc, comment les mettre dans le bilan? OK, je vous suis, mais là, ce n'est pas le bilan. Vous avez mis bilan, c'est des ok, éléments du bilan. attends, je vais regarder parce que une de nos collègues avait fait un Excel, je vais vous le montrer. Je pense Très que bien. c'était, oui.
Je pense que ça devrait être de ce genre. Madame, vous voyez mon écran? Oui, oui, je vois, c'est le WhatsApp là. Je Ah, vois le le WhatsApp. WhatsApp. Hmm. Bon, attendez, comment je vais faire repartager toute la page? Attends, En fait, partager. vous pouvez, au lieu de partager tout l'écran, partager une fenêtre et vous choisissez laquelle. Ok. je- D'accord. Vous voyez mon écran, je pense que c'est l'une de Oui, nos maintenant, je travaux. vois un fichier Excel. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est le bilan, c'est le bilan d'ouverture, oui. Donc, vous avez les frais de développement, euh, c'est-à-dire frais de développement. Ah, ça, c'est l'autre gars qui l'avait fait. Donc, il nous a envoyé comme ça, il nous a pas pu éclaircir sur ça. OK, donc là, donc il y a dans le bilan, comme vous connaissez, il y a les immobilisations incorporelles, corporelles et tout ça. Donc, il y a les frais d'établissement. OK, c'est les frais d'ouverture de l'entreprise. Donc, c'est en bas de la partie immobilisation. Sinon, est-ce que il vise un bien, une immobilisation incorporelle? Est-ce que je ne sais pas, je me souviens pas d'un compte qui s'intitule frais de développement. Donc là, euh, il faut voir qu'est-ce qu'il veut dire par frais de développement. Donc les immobilisations corporelles, terrain, cabane, très bien. Les stocks, donc les stocks, vous voulez dire par quoi? Il est formé par les quoi? Attends, je vais me regarder de là, je vais devenir expliquer ce qu'il a. Il y a la Bon, banque, il il y n'est a pas là. Il n'est pas c'est là. bon, J'étais en train de le regarder s'il peut venir nous très bien pour exposer. très bien. Mais déjà, grosso modo, il est dans les normes. OK? Donc là, donc pour les amortissements, bon, euh, la bonne présentation, c'est mettre les immobilisations, les amortissements en dessous des immobilisations. OK? Par exemple, terrain, juste en dessous, l'amortissement du terrain en signe moins. OK? C'est-à-dire, ou entre parenthèses pour dire que c'est un chiffre négatif. Donc, ce n'est pas la bonne présentation là. OK? Donc, juste une colonne. Donc, c'est dans les normes. Il y a des immobilisations. Donc, c'est relatif à votre projet. Il y a l'actif circulant. Donc, en fait, trésorerie active, elle fait partie de l'actif circulant. Ce n'est pas la peine de la mettre à part. Banque et caisse. Donc, les stocks, qu'est-ce que vous avez mis dans les stocks? Là, c'est les capitaux propres. Okay, donc, il y a le capital social, pas de résultat. C'est correct, donc très bien, parce qu'on n'a pas activité, donc on n'a pas encore un résultat. Il y a les emprunts, c'est bon, il y a les fournisseurs, donc c'est équilibré. Donc il est bien fait. Juste, est-ce qu'il peut nous expliquer ce qu'il veut dire par frais de développement et par stock, tout simplement? Sinon, le travail, il est dans les normes. Donc très bien. Donc juste corriger la présentation. C'est OK, Ahmed? D'accord. On se concentrer et puis la semaine prochaine, on viendra vous exposer. Donc, ce n'est pas la peine, Ambat. Si vous avez d'autres travaux, je vous donne quand même mes remarques. OK? D'accord, oui, oui. Ce n'est pas grave. Donc, je vous donne mes remarques et les points d'interrogation et vous travaillez sur ces points. Ça va faciliter le travail pour améliorer la qualité de vos livrables. D'accord, merci. Mais c'est dans les normes, Ambada. Donc, juste un détail, c'est dans les normes. Juste, il nous faut des explications sur ces deux points, c'est tout. Un autre détail en bas, donc là, vous avez mis actif circulant et là, dette à court terme. Donc, il y a le modèle que je vous ai donné. Donc, normalement, ça doit être cohérent. Donc, ça doit être ici le passif circulant aussi. OK? Et la trésorerie du passif, elle fait partie déjà. On n'est pas là,
présenter le bilan fonctionnel. Donc, même fonctionnel, amortissement doit être là. Financier, pas vraiment, ok? Mais c'est la présentation d'un bilan fonctionnel ou financier. Donc là, le bilan d'ouverture, il est dans les normes et vous avez la présentation d'un bilan comptable et précisément le bilan d'ouverture, juste à corriger ces fautes de forme. Vous avez un autre livrable, un BAT? Ah, toujours, il y a un problème avec le micro. Peut-être il doit nous quitter pour quelques secondes et revenir une autre fois en bas. Sinon, vous pouvez afficher le travail. Je vous donne mes remarques en attendant que vous résolvez votre problème de connexion. Cette fois-ci, vous voyez mon écran ou pas? Oui, c'est clair pour moi. Ok, d'accord. Donc, c'est bon avec le bilan d'ouverture rectifié ou initial. Bon. Le Mais bilan l'appellation, d'ouverture, j'ai compris. c'est bon. Mais Je vais revoir et recorriger. juste ici, dans le document projeté, donc essayez de modifier et mettre bilan d'ouverture juste pour s'aligner avec les appellations standards. Maintenant, si vous avez le plan de financement, on vous attend. Docteur Nadia, vous pouvez lire les commentaires en Oui, bas. oui, 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 je viens de le lire. Donc, en fait, ce que vous avez mentionné, donc là, les investissements critiques, euh, donc aliments pour volailles, vaccins, donc main-d'œuvre, rénovation. Donc là, il y a les investissements à long terme et à court terme. Ok, juste, il faut faire la séparation des deux. C'est ce qui est nécessaire. Ok. Et en plus, le court terme, dans le court terme, par exemple, les vaccins, ça peut faire partie des stocks. Donc, vous devez faire un stock. Ok. De vaccins. Ou est-ce que c'est un service? Dans ce cas, c'est une charge. Donc, lorsque vous dites que des vaccins et soins, donc là, je vois que c'est une charge. OK? Plutôt que c'est une immobilisation. Donc, il ne faut pas la mettre dans le plan de financement et dans là, donc les investissements. OK? Donc, si vous allez acheter un stock de vaccins et c'est vous qui
va vacciner les volailles, c'est autre chose. Donc, vous devez avoir un stock. C'est bon? Donc, c'est pas clair pour moi. Donc, c'est pour ça il faut bien expliquer quelle est l'utilité de cet élément-là. Main-d'œuvre, donc, c'est des charges, ce n'est pas des investissements. Les aliments pour volailles, donc, dans ce cas, c'est des stocks. OK? C'est des stocks parce que vous devez avoir des aliments pour nourrir les volailles. Donc, vous devez avoir un stock. C'est clair? Mais dans les rénovations des équipements, donc la rénovation, c'est une charge aussi, ok, c'est pas un équipement. Donc dans les immobilisations, si vous allez voir la partie du coût, donc dans le plan de financement, ce qui est mis déjà, si on va revenir au bilan d'ouverture, ce qui est mis dans le bilan d'ouverture dans les immobilisations, c'est ce qu'on va mettre aussi dans les investissements, dans le plan de financement. Et en bas, on va mettre plutôt le court terme qui est représenté par le BFR. Donc, dans le court terme, quel est le besoin en moyens de financement nécessaire? Parce que l'objectif du plan de financement, c'est de déterminer le besoin en moyens de financement et le montage financier. C'est clair? Donc là, il faut revoir, ce n'est pas des investissements, là, c'est des charges, ce que je vois ici. Et les aliments pour volailles, si, donc vous devez acheter, stocker pour les consommer, okay, parce que vous devez nourrir, donc ça va prendre la forme d'un stock dans ce cas. Sinon, pour les ressources de financement, apport personnel, c'est bon. Subvention AE, FPFE, donc, AE-FPF, donc votre pays à l'accord j'imagine, des subventions pour ce type d'activité et à confirmer. Et aussi, il faut chercher et voir quel montant donc, ce fonds peut vous accorder. Donc, vous pouvez avoir une idée. Est-ce que les 3500, vous pouvez les avoir ou non? Il y a une limite ou non? Donc, il faut chercher. Donc, comme j'ai dit, les estimations se basent sur des chiffres réels. Prêt familial, donc vous allez l'avoir auprès de qui? D'une banque ou donc le remboursement sans intérêt dans 2 ans. Donc, c'est un établissement où les amis qui vont vous l'accorder, c'est différent. OK? Il faut bien préciser pour savoir où le mettre exactement. Parce que si c'est des amis, donc vous êtes censé les mettre comme des actionnaires dans ce cas. Ou si c'est des emprunts personnels, donc ça va être votre apport personnel et vous allez vous charger parce que de rembourser ce montant parce que ce n'est pas un établissement financier si c'est les amis. OK? Donc, il faut revoir les sources de financement. Grosso modo, c'est dans les normes et juste le prêt familial. Il faut revoir cette partie. Et les investissements critiques, donc là, donc c'est les investissements plutôt. Donc, vous allez prendre ce qui est mis dans le bilan d'ouverture ou initial et rajouter le BFR. Vous avez la formule qui vous permet de calculer le BFR. Vous voyez ces dépenses-là. Vous allez vous baser sur ces charges-là pour calculer le BFR. Je dis que au démarrage, on n'a pas un bilan d'activité, donc on ne pourra pas calculer le BFR comme il le faut. Donc, on va déterminer quelles sont les charges nécessaires pour assurer l'activité de l'entreprise jusqu'au premier encaissement. Donc, vous aurez les charges de vaccination, les main-d'œuvre, donc ils seront pris en considération dans le calcul du BFR qui sera mis en bas. Mais dans la partie en haut, vous allez mettre les immobilisations que vous avez déjà mis dans le bilan d'ouverture. C'est clair, hein, Bat? Très bien, Bat, très bien. C'est l'essentiel que c'est clair. Et en plus, vous allez essayer d'utiliser le template ou le modèle que j'ai envoyé. Sinon, vous pouvez même dans un fichier Excel, donc présenter un tableau, mais les deux parties en parallèle. OK? C'est-à-dire, partie gauche, les investissements, tout court,
Ce n'est pas la peine de mettre les investissements critiques. Et à droite, vous mettez le financement, tout simplement. OK? C'est ça la présentation, le modèle et la forme standard pour présenter le plan de financement. Mais sinon, c'est bien. Donc, les fautes vont nous aider pour mieux comprendre. Donc, là, donc, comme j'ai dit, vous avez mis des charges que vous allez vous baser. Donc, vous allez vous baser sur ces charges pour calculer le BFR. Tant que c'est clair, on passe au livrable suivant, si vous en avez. Donc, les objectifs de production, donc, OK, donc là, ça va vous permettre de déterminer les chiffres d'affaires, OK, prévisionnels. Mais selon les standards, on fait des prévisions annuelles et non mensuelles. Donc, essayez de revoir et d'aménager ceci et le transférer en prévision annuelle parce que c'est la base pour calculer les revenus annuels. Et ces chiffres-là, on va les utiliser pour élaborer le compte de résultat. Stratégie commerciale, canal de vente, vente directe. Donc là, ces informations, on va les mettre dans le business model Canva. Chiffre d'affaires mensuel, donc OK, mais là, il faut tout transformer en des valeurs annuelles et non pas mensuelles. Seuil de rentabilité, très bien. Vous pouvez avancer un peu. J'ai du mal à voir toute la partie du seuil de rentabilité en bas, s'il vous plaît. Je veux voir toute la partie du seuil de rentabilité. Ah, voilà, docteur Nedia, en bas, il vous a envoyé un message de remerciement. Merci, madame. Donc, avez-vous des autres questions à dire en bas? Vous voulez poser des autres questions pour les autres étudiants? J'aimerais bien j'aimerais bien. Donc, j'étais en train de discuter. Vous m'avez entendu lorsque j'ai parlé du seuil de rentabilité? Oui ou non? Cette question est posée en bas. Non, 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 à vous, Madame Prot. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai discuté, j'ai expliqué le seuil de rentabilité. Vous m'avez entendu tout à l'heure? Oui, 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 je vous ai entendu, Et- oui. oui, j'ai trouvé le micro fermé. J'ai cru que j'étais en train de parler toute seule. Euh, d'accord, déjà, donc, Donc, un bad juste, je m'excuse, Madame Prot, juste, j'ai besoin de plus d'informations sur le contenu des coûts fixes et des coûts variables. Des coûts variables, ça peut être la main-d'œuvre, l'alimentation, etc. Mais aussi les coûts fixes, c'est très important. OK? Donc, il m'a dépassé là, donc votre ami, parce que je n'ai pas enseigné le seuil de rentabilité l'autre séance. Donc, vous avez autre chose à présenter à BAD? Très bien.
Très bien. Mais quand même, c'était pas mal comme un premier travail. J'espère que Béchir et l'autre, j'ai oublié son nom, qui ont présenté leurs travaux, qu'ils essaient de présenter l'étude financière pour la semaine prochaine. C'est comme ça qu'on saura appliquer ces outils-là sur terrain. OK? Je vous remercie ainsi que vos coéquipiers. Essayez de vous référer au modèle que j'ai envoyé et je vais vous envoyer 2 modèles cette semaine, un modèle pour le compte de résultats et un autre pour l'état des flux de trésorerie. Déjà, le cours que je vais présenter est déjà fait, donc, et fait partie de la séance d'aujourd'hui. Je vais quand même vous l'envoyer, vous l'aurez d'avance. Donc, essayez de vous référer au modèle parce qu'il y a des standards pour présenter tous ces livrables. Donc, l'essentiel, c'est que pour moi, c'est que vous avez saisi où se trouvent les lacunes et j'espère bien que la qualité de vos livrables seront meilleures la prochaine séance et j'en suis sûre parce que vous avez saisi où se trouvent les problèmes. Et c'est ça l'objectif de la présentation de vos travaux. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou c'est bon, c'est clair pour tout le monde? Je pense que tout est clair. Est-ce qu'il y a des autres questions, chers étudiants? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour avoir la parole. Je ne pense pas de questions, docteur Nadia. Très bien. Donc, je remercie tous les apprenants pour leur assiduité et j'espère bien trouver des livrables la semaine prochaine pour en profiter comme cette séance. Et je remercie Ambad pour le travail qu'il a présenté. Inch'Allah, il y aura plusieurs travaux la prochaine fois. Et je remercie Madame Kotz et Madame Malak et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci, merci beaucoup, docteur Nadia, pour tous les efforts fournis. Merci à tous les participants. Donc, n'oubliez pas toujours, vous pouvez visiter notre site web officiel pour voir toutes les actualités de l'université. Encore, je vous invite à rejoindre le groupe WhatsApp des activités des étudiants pour voir toutes les formations et les séminaires dans notre université. Voilà, merci, bonne soirée et à la prochaine, Inch'Allah.